Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Vous avez été très nombreux à me demander un podcast sur les métiers, la vie professionnelle, et on va dire que depuis environ 9 ans, j'ai réussi à trouver un accord entre ma vie professionnelle et mes aspirations profondes. Alors ça n'a pas toujours été facile, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ma voie, et toujours aujourd'hui, c'est jamais non plus une vie absolument idéale dont certains pourraient rêver. Alors je vais commencer déjà par vous parler de mon parcours dans un premier temps, et puis dans un second temps, j'évoquerai un petit peu les bonnes questions à se poser en termes de vie professionnelle. J'évoquerai à la fois des métiers qui me semblent particulièrement riches en termes de sens, des métiers dans lesquels c'est plus difficile d'y mettre du sens et de concilier ses aspirations profondes. J'évoquerai la question du salaire, j'évoquerai la question de l'entrepreneuriat, du télétravail, de l'organisation au travail, de la vie à la campagne. Voilà, j'espère que je brosse pas mal de différents sujets au cours de ce podcast. Et puis surtout, n'hésitez pas, après l'avoir écouté, à me faire part de vos critiques, de vos recommandations. C'est toujours très intéressant d'avoir des retours. Alors, je vais commencer par mon parcours. Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et je savais absolument pas. Alors si petit enfant, évidemment, j'avais plein de métiers en tête. J'ai rêvé toujours d'être soldat, d'être pompier. Je rêvais également d'être archéologue. J'ai même à une époque voulu devenir un fantôme. Enfin bref. Mais en soi, voilà, il y a pas mal de choses qui m'intéressaient quand je grandissais, on va dire à l'adolescence. Mais j'avais du mal à me projeter dans un métier au sens où on l'entend de manière générale. J'étais parisien. Tous les métiers que je voyais autour de moi me paraissaient assez lointains, j'avais du mal trop à accrocher. Dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire des petits boulots, j'ai été vendeur dans différentes boutiques parisiennes, j'ai été libraire, j'ai travaillé dans des entrepôts de librairie. J'avais un père qui était antiquaire, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, mais j'avais du mal à m'imaginer reprendre en soi son travail. Ma mère était vétérinaire, c'est toujours aussi un métier que j'ai trouvé très beau, mais voilà, l'idée d'opérer des animaux, ça n'est pas forcément ce qui m'enthousiasmait le plus. J'avais pas la chance d'avoir un talent artistique particulier, j'ai fait un peu de musique, du violoncelle, des choses comme ça, mais bon voilà, j'ai jamais été un virtuose. Pareil pour le sport, ouais, j'ai bien aimé le sport, mais pas au niveau de passer à un niveau professionnel. J'avais pas d'artisans autour de moi, donc finalement assez peu de visibilité sur les travaux, sur les métiers manuels. Donc assez vite, j'ai pensé à l'armée. Voilà, je rêvais de faire la guerre comme dans les films. Mais bon, voilà, ça allait pas beaucoup plus loin. Je savais que voilà, il existait cette école Saint-Cyr. Voilà, ça me faisait un peu rêver. Je découvrais la Légion étrangère, les troupes un peu d'élite. Mais bon, voilà, c'était un peu un rêve d'adolescent. Et puis assez vite, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. J'ai commencé à lire des revues politiques dès l'âge de 16 ans. Et à 18 ans, m'est venue l'idée de la prêtrise. Et là, je me suis sérieusement posé la question de savoir pourquoi pas moi, est-ce que le Seigneur m'appelle ? Alors qu'est-ce qui m'attirait là-dedans ? C'était surtout premièrement l'idée d'évangéliser, quoi. Je me suis dit, en fait, politiquement, tout est foutu dans le pays, tout est bloqué, et peut-être le seul moyen de changer les choses par le bas, eh bien, c'est d'être prêtre, c'est-à-dire de convertir des gens, et petit à petit, en convertissant les gens, on va convertir la société. D'autre part, j'aimais beaucoup la messe. Moi, je suis un converti, donc j'ai découvert la messe traditionnelle, la beauté de la liturgie assez tard, à l'adolescence, mais c'était quelque chose qui me fascinait. La philosophie, ça m'intéressait beaucoup, la théologie aussi. J'aimais beaucoup les débats sur l'existence de Dieu, sur tout ce qui mettait en question le sens de la vie, la religion, le débat, les arguments. Alors évidemment, j'aimais aussi beaucoup les femmes, mais j'étais prêt à faire le sacrifice de la vie de famille et de l'amour conjugal pour quelque chose de plus beau, de plus élevé. Donc je suis rentré au séminaire, j'ai passé 2 ans et demi en Bavière, mais assez vite, je me suis retrouvé dans la difficulté de persévérer dans cette voie parce que j'avais du mal à discerner une véritable vocation surnaturelle à la prêtrise. Donc j'ai douté, je me suis posé 1000 fois les questions, je me suis fait des nœuds au cerveau pendant à peu près 1 an, et finalement j'ai décidé de quitter le séminaire, mais là, au retour à la case départ, je me retrouve à 21 ans, j'ai pas de diplôme, alors j'ai fait de la philosophie, mais même pas de la philosophie diplômante, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien faire comme métier ? Puis surtout que comme je m'étais projeté dans le sacerdoce, dans la prêtrise,
tous les autres métiers, on va dire, un peu plus utilitaires, pratico-pratiques, ça me barbait profondément, quoi. Je me voyais absolument pas partir sur une école de commerce. Voilà, encore une fois, l'artisanat, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Donc, j'avais pas trop l'impression que je pouvais faire quelque chose de mes mains. Donc, j'avais vraiment de goût pour rien, si ce n'est pour les questions politiques qui m'intéressaient. Mais bon, voilà, moi, je veux dire, on peut dire, ah, tiens, j'aimerais bien être président de la République, mais voilà. Donc, je m'intéressais à Sciences Po. Revenait en moi l'idée, pourquoi pas, de m'engager de manière un peu précipitée dans la Légion, comme ça au moins ça résout toutes les questions, on y va et puis c'est tout. Ou éventuellement une école d'art, parce que ça me passionnait. Finalement, j'opte entre guillemets un peu pour la facilité, c'est-à-dire pas se poser trop de questions, enfin on va s'en poser beaucoup mais dans un autre sens. J'ai repris la philosophie. Et je me suis dit, je vais essayer d'achever une licence. Et du coup, 2 ans plus tard, je me retrouve donc diplômé avec une licence. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une licence de philosophie ? Est-ce qu'on poursuit ses études ? Est-ce qu'on cherche un métier avec juste une licence de philo ? Bon, donc, comme j'ai pas envie d'aller travailler dans un bureau, et passer du temps à chercher un travail que je vais pas forcément trouver, je me dis, bon, je vais poursuivre les études, mais études de quoi ? Et en fait, à ce moment-là, la philosophie m'intéressait toujours beaucoup, donc je me suis dit, je vais poursuivre en master de philosophie. Puis en fait, en master, on entre quand même, petit à petit, le doctorat commence à se profiler, la recherche, la bibliothèque, la vie en bibliothèque, enfermé dans une bibliothèque, à faire que lire des livres. Et moi, c'était pas pour moi. J'avais besoin d'action, j'avais besoin de terrain. Donc voilà, je commence un peu à me demander ce que je vais faire, parce que pareil, avec un master de philo, à part éventuellement l'enseignement, et ça me disait pas du tout à l'époque. Pourquoi ça me disait pas ? Parce que j'envisageais l'enseignement dans le privé sous contrat ou dans le public, donc en gros, voilà, t'as une sorte de fonctionnaire, des réunions, enfin voilà, aucune liberté, moi c'était pas du tout mon truc. Donc je regarde, je passe des concours, des trucs très variés. Me revient encore l'idée de rentrer dans la Légion. Bon, j'allais me marier dans l'année, quoi, donc c'était pas trop le projet de ma femme. Finalement, je m'inscris en Master 2 de journalisme et communication à la Cato. Alors, pourquoi ? Parce que beaucoup de gens m'avaient dit « Ah, c'est bien, c'est fait pour toi, vas-y ». Donc bon, je suis les cours avec intérêt. Bon, je m'ennuie aussi un peu, parce que c'est pas finalement si exigeant que ça. L'année, de toute façon, ne dure qu'un semestre, parce que la deuxième partie de l'année, on l'a fait en stage de fin d'études sur quasiment 6 mois. Et donc là, j'atterris dans une agence de publicité américaine, j'en ai déjà parlé dans mes premiers podcasts. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais ? J'apprends à devenir community manager pour une marque automobile premium. Donc là, vous imaginez que c'est d'un ennui profond, puis petit à petit, du dégoût. Et du coup, l'envie de faire quelque chose qui a du sens me prend, quoi. Je me dis, en fait, c'est pas possible. Je peux pas faire un métier comme ça dans un bureau, qui n'a aucun sens. Enfin, moi, en tout cas, ça ne me parle absolument pas. Donc je commence à repenser à la transmission. Au final, j'avais été chef scout. Le scoutisme, c'était vraiment le lieu de la transmission pour moi. Et je me dis, voilà, en fait, tout ce que j'ai reçu en philo, tout ce que j'ai reçu par mes années de séminaire, par la vie que j'ai menée, j'ai envie finalement d'en parler à des plus jeunes et de leur transmettre des choses. Mais à condition d'être libre. Donc, en gros, il n'y a que les écoles hors contrat qui proposent ça. Donc je commence à envoyer des CV tout en étant en stage dans les écoles hors contrat. Ça donne pas grand-chose. On cherche des profs d'espagnol, de SVT, mais c'est tout. Et puis, la veille de la rentrée scolaire, un directeur d'école m'appelle et me propose de venir travailler comme prof de philo dans son école AC. Donc à l'époque, j'habite Paris. Je suis marié depuis à peine 1 an. Ma femme est enceinte. Je viens tout juste de finir mon stage de fin d'études, donc j'ai même pas commencé vraiment à chercher du travail, etc. Mais j'accepte, parce que un peu du jour au lendemain, quoi, j'ai envie un peu d'aventure, j'ai envie de quitter Paris, j'ai envie de lancer quelque chose de nouveau. Et donc je deviens professeur de français, de philosophie, pendant 8 ans. Voilà. J'apprends le métier sur le tard, petit à petit je commence à aimer ça, et puis je trouve ça assez beau, et ça me plaît, et j'ai arrêté en juillet 2023, et à côté de ça, j'ai développé d'autres activités, d'autres entreprises, de communication, d'événementiel. Je travaille depuis 1 an sur un projet de gîte qui ne voit toujours pas le jour parce que je ne trouve pas de domaine à vendre et qui correspond à mon cahier des charges. Mais voilà où en est ma vie et mon parcours. Maintenant que j'ai dit ça, je vais revenir dans le cœur vif du sujet. Les grandes questions qu'il faut se poser. Pourquoi ? Pour accorder vie professionnelle et aspiration profonde. Alors première question, en fait c'est plus un domaine qu'une question, c'est il faut se connaître soi-même. Qui suis-je ? Quels sont mes talents ?
qu'est-ce qui m'anime au plus profond de moi-même. Et là-dessus, alors la liste est longue, hein, mais je vous donne quelques idées. Mais voilà, moi, par exemple, dans mon cas, je pense que une des dimensions qui m'anime, c'est la transmission. C'est d'être un éducateur, c'est d'être un passeur. Mais voilà, ça peut être, est-ce que je suis un artiste? Est-ce que je suis un créateur? Est-ce que je suis un génie manuel? Est-ce que j'aime réparer les choses, construire, fabriquer avec mes mains? Est-ce que je suis un homme de relation, qui aime parler aux gens, qui aime accorder les gens, qui aime travailler sur les hommes et les mettre en projet pour qu'ils fassent des grandes choses? Est-ce que je suis un entrepreneur, quelqu'un qui a des idées géniales et qui les met en place et qui se lance? Est-ce que je suis quelqu'un qui est fait pour vivre au grand air? Est-ce que je suis un aventurier, quelqu'un qui a envie d'explorer le monde, d'affronter des risques? Est-ce que je suis plutôt un homme minutieux, quelqu'un qui est rigoureux dans les dossiers, qui suit jusqu'au bout avec les moindres petits détails complexes, qui ne loupe rien? Est-ce que je suis un ingénieur, quelqu'un qui manipule des mécanismes complexes, qui ne se perd pas dans les chiffres, qui est capable de voir des rouages de machines à l'infini et de comprendre comment tout ça fonctionne et les organiser, etc. Est-ce que je suis animé d'une âme de soignant, quelqu'un qui aime guérir, qui aime prendre soin des gens? Est-ce que je suis l'ami des bêtes, celui qui aime la nature, qui aime comprendre comment elle fonctionne, qui aime m'en occuper? Est-ce que je suis un organisateur, quelqu'un qui pense à tout, qui aime des événements, quelqu'un qui aime préparer des grandes réceptions, etc. Bref, on peut, vous voyez, en gros, un petit peu ce vers quoi je veux venir. En gros, en fait, je pense qu'on a tous, depuis l'enfance, une aspiration profonde qui nous guide et qui est un peu le fil rouge de notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, même si parfois on va avoir plusieurs vies professionnelles, et je pense que c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, il y a quand même une continuité dans nos engagements. Il faut se demander finalement, c'est quoi cette continuité? Parce que c'est ça qui va nous guider en quelque sorte. On ne naît jamais en se disant moi je veux être gérant de portefeuille, managing director, office ou community manager. Non, on se rêve, en enfant on a des rêves, on a un tempérament, on a des talents. Alors justement les talents, j'y viens, en fait je dirais, c'est la question, c'est quelle est votre valeur ajoutée d'un point de vue de la vie professionnelle? Il faut essayer d'identifier ce qu'on sait faire le mieux et ce sur quoi justement on apporte le plus de valeur ajoutée. Et c'est pas forcément parce que vous savez faire quelque chose plutôt bien que vous êtes forcément fait pour faire que ça. Par exemple, vous pourrez dire, vous êtes un très bon bricoleur, vous savez faire de la maçonnerie impeccablement, aussi bien qu'un professionnel, mais peut-être qu'il y a en vous d'autres talents encore plus importants et qui vous démarquent des communs des mortels. En fait, là, j'ai un peu envie de dire, c'est si vous étiez payé à l'heure, qu'est-ce qui justifierait qu'un taux horaire soit plus élevé que la moyenne quand vous faites ce que vous faites? Votre talent, c'est la chose que vous faites vraiment mieux que tout le monde, ce en quoi presque vous êtes un artiste ou un génie. Et si vous êtes jeune, et que du coup vous n'avez pas forcément encore développé ce talent, il faut se dire que justement, votre but c'est de développer un talent, et on n'est jamais un génie tout de suite dans son domaine, il faut acquérir de l'expérience, il faut travailler, il faut parfois se planter plusieurs fois avant de devenir un maître. Alors, est-ce que tout métier peut avoir du sens? Alors oui et non. Déjà, la première chose, c'est qu'est-ce qui fait qu'un métier a du sens? C'est selon moi parce qu'on le fait pour rendre service aux autres et non pas pour soi-même ou pour l'argent. Alors, évidemment, il faut que notre métier nous rende heureux, il faut qu'on se sente bien dedans, mais on ne fait pas un métier comme on fait une thérapie. Fondamentalement, tout travail, ça demande des efforts. Dans tous les travaux, il y a de la pénibilité, il y a des choses qui sont c'est l'étymologie même du mot travail, un tripalium, c'est un instrument de torture. Donc dans le travail, même quand on fait le métier qui nous correspond le mieux, il y a toujours de l'effort et une forme de souffrance. Pourquoi est-ce qu'on fait un métier? Qu'est-ce qui donne du sens à un métier? C'est d'être utile au bien commun. Je pense que c'est vraiment ça. On est là pour apporter une pierre à l'édifice de la civilisation, au bien de la communauté, pour contribuer à une œuvre. La question du salaire, elle n'est pas négligeable, et j'y reviendrai un peu après, mais on doit avant tout se poser la question du sens. C'est-à-dire la finalité avant les moyens financiers. Quand j'étais au lycée, je me souviens, parce que j'avais beaucoup de camarades qui s'amusaient à regarder quels étaient les métiers les mieux payés. Et certains choisissaient leurs études en fonction de ça. Mais franchement, vous pensez que vous allez être un bon médecin si vous avez décidé de faire médecine parce que vous avez vu que c'était là où on gagnait le mieux? Mais c'est absurde. Non, on va être un bon médecin parce que, profondément, on a cette vocation en nous de soignant. Donc moi, je pense pas qu'on puisse devenir heureux par l'argent. C'est pas possible. Donc évidemment, le salaire, c'est important. J'y reviendrai. Tout métier peut avoir du sens parce que dans tout métier, on peut se rendre utile aux autres. Alors évidemment, il y a des métiers qui sont profondément immoraux. Je pense, à la prostitution, le trafic de drogue, etc. Mais on doit se demander dans quelle mesure notre métier collabore
ou non au bien commun. Je donne un exemple. Un agriculteur, par exemple, qui produirait l'alimentation de ses concitoyens, c'est génial. C'est même, on pourrait dire, la base du bien commun, c'est nourrir un peuple, nourrir les Français. Mais si cet agriculteur il utilise des pesticides, des engrais toxiques qui dénaturent les sols, qui collabore à tout un système pervers d'endettement, etc., qui produit des quantités immenses de céréales mais qui sont mauvaises pour la santé, est-ce qu'on peut toujours dire qu'il nourrit correctement et bien son peuple? Voilà, pour moi c'est un peu la question qui doit se poser dans tout métier. Et à contrario, je prends un exemple un peu contradictoire, souvent on dit que les métiers les plus immoraux sont les métiers de la finance. Mais ça dépend de beaucoup de choses. Si mon métier consiste purement et simplement à spéculer sur des produits financiers, à m'enrichir personnellement, oui évidemment, on a du mal à voir de la moralité là-dedans. Si en revanche, je sais investir intelligemment, que j'utilise l'argent investi pour le réinvestir, ou même redonner une partie de cet argent à des projets qui sont au service du bien commun, je pense que cette dimension-là du métier est plutôt bénéfique, positive. Et de toute façon, on est dans une société où, quoi qu'il arrive, on a besoin de banquiers, on a besoin de comptables, on a besoin d'avocats, parce que la société fonctionne comme ça, et ce sont des postes incontournables. Donc autant finalement avoir un bon banquier, autant avoir un bon assureur. C'est des métiers dans lesquels, voilà, si on arrive à avoir une certaine forme de liberté et de recul par rapport à son travail, où on peut financer, travailler, assurer, défendre les clients qu'on a envie de porter, d'encourager dans leurs projets. Alors ça m'amène quand même à évoquer une question qui est celle des bullshit jobs. C'est une expression qu'on peut traduire par job à la con en français et qui vient d'un essayiste américain qui est mort aujourd'hui qui s'appelle David Graeber. Et en gros, qu'est-ce que nous dit David Graeber ? Il dit en fait, dans une société, plus elle est robotisée, plus il y a des processus d'automatisation, de l'informatique qui arrivent à un très haut degré, et bien toute la somme du travail humain qui est nécessaire pour satisfaire les besoins de la société, la somme de ce travail devient supérieure à ses besoins. Donc en théorie, en quelque sorte, le temps de travail devrait décroître. On devrait travailler de moins en moins et avoir de plus en plus de loisirs. C'était d'ailleurs un peu ce qu'on vendait, en quelque sorte, dans la révolution industrielle, la machinisation de la société. Mais le système en a voulu autrement, et il a développé des sortes de réseaux de tâches totalement inutiles pour continuer à occuper encore des gens à toujours travailler. Et c'est ce que David Graeber appelle les bullshit jobs, donc des métiers qui sont totalement inutiles, voire même nuisibles dans une société qui serait normale. Alors, il en définit plusieurs catégories. Il y a les larbins. Donc les larbins, c'est des postes qui sont là uniquement pour faire paraître quelqu'un d'autre important. Donc, on peut penser, à des réceptionnistes dans des bureaux où il n'y a jamais personne. C'est des assistants personnels dont le rôle, c'est de donner l'impression que leur patron est occupé. Il y a des sbires, donc tous ces emplois qui consistent à agresser, tromper des gens. Donc les lobbyistes d'entreprise, des avocats qui sont spécialisés uniquement pour faire du contentieux, toutes ces personnes qui vous appellent au téléphone pour vous vendre des arnaques, etc. Il y a des rafistoleurs. C'est tous ces emplois qui existent uniquement pour résoudre des problèmes qui ne devraient même pas exister. Donc des programmeurs qui sont chargés de corriger un logiciel qui est mal conçu. C'est des employés qui doivent travailler uniquement pour répondre à des plaintes dues à des erreurs complètement systémiques. C'est aussi donc, tout ce qu'il appelle les cocheurs de cases. Donc c'est tous ces emplois qui permettent à une organisation de prétendre faire quelque chose qu'elle ne fait pas réellement. On peut penser au poste de responsable de la diversité ou responsable du bien-être en entreprise, ou tous ces enquêteurs internes qualité dont les rapports sont totalement ignorés. Et puis la dernière catégorie de bullshit jobs, ce sont les petits chefs. Donc plein d'emplois de supervision ou de création de tâches supplémentaires pour ceux qui n'en ont pas besoin. Donc on peut penser à tous ces cadres intermédiaires qui n'ont aucune réelle responsabilité, à des consultants en management dont les recommandations ne sont pas non plus mises en œuvre. En fait, pour David Graeber, ces emplois sont non seulement inutiles à la société, mais ils sont en plus psychologiquement destructeurs pour les personnes qui les occupent parce que justement, elles sont elles-mêmes conscientes de la superficialité de leur contribution au bien commun de la société. Alors, aux questions qui se posent régulièrement dans l'intérêt et le sens du travail, ce sont les corps constitués. Police, gendarmerie, armée. Alors c'est une question polémique, j'imagine que je sais que dans ceux qui m'écoutent, il y a des gendarmes, des militaires, peut-être même des policiers. Alors, je vais essayer de répondre de la manière la plus objective possible, parce que c'est une question qui est complexe
Et puis on pourrait imaginer en soi qu'il faudrait un podcast entier qui pourrait être consacré à ce sujet-là. Et puis surtout, en fait, dans la police comme dans la gendarmerie comme dans l'armée, il existe une énorme variété de métiers. Alors, en soi déjà, si on était dans une société bien ordonnée au bien commun, ces métiers sont tout à fait légitimes. Il est bon qu'il y ait une force encadrée, une force publique, qui chasse la délinquance, qui protège nos frontières. La question est donc pour moi, dans quelle mesure ces corps constitués répondent-ils encore à ces fonctions légitimes ? Parce que si le métier de policier, c'est uniquement taxer des automobilistes, c'est surveiller des honnêtes gens qui commettent des infractions extrêmement exceptionnelles, et puis de l'autre côté, appliquer toutes les directives liberticides de l'État républicain, tout en laissant tranquilles les puissants délinquants, dans le fond, ce métier se rapproche plus de celui d'un bras armé mafieux que d'un service de l'État. Mais évidemment, la réalité, elle n'est pas si caricaturale que ça. C'est pas ou tout blanc ou tout noir. Il y a, je pense, heureusement, certains policiers qui mènent des enquêtes criminelles sérieuses, qui cherchent à faire un travail honnête. La question, elle est surtout dans quelle proportion l'institution est touchée, et peut-on, même avec les meilleures intentions du monde, faire ce métier-là aujourd'hui sans finir à un moment donné par être écartelé moralement, et on peut penser justement à tous ces suicides au sein de la police, ce qui témoigne bien qu'il y a un problème. Autour de moi, j'ai quelques amis policiers, et souvent, la plupart d'entre eux me confirment que c'est quelque chose de plus en plus difficile, que même dans les écoles de police, il y a déjà énormément un niveau en continuelle baisse. Il y a même du trafic de drogue au sein des écoles de police elles-mêmes. Enfin oui, c'est quand même questionnant. Pour ce qui est de la gendarmerie, c'est un peu différent parce qu'elle est plus protégée. Elle intervient dans des missions qui sont très variées, souvent plus sur des territoires ruraux ou territoires d'outre-mer et un peu moins dans les métropoles. Souvent la gendarmerie est aussi un peu moins idéologisée que la police, mais la décrépitude et la corruption de l'État va nécessairement déteindre aussi sur ce corps constitué. Reste la question de l'armée. Est-ce que je sers mon pays quand je suis soldat ou est-ce que je sers la République ? Donc, pareil, on peut débattre de ça pendant des heures et je ne veux pas prétendre être capable de répondre à cette question-là de manière tranchée, mais moi je dirais, c'est ce que je dis souvent à mes amis militaires et quand j'ai même des jeunes autour de moi qui souhaitent s'engager dans l'armée, posez-vous ces questions. Déjà, avant même de vous poser des questions, sachez que c'est un beau métier. Pour moi, c'est très sain de faire du sport en treillis, et c'est plus sain que de passer sa journée à faire des tableaux Excel. Donc si vous aspirez au grand air, au sport, au maniement des armes, c'est très bien, c'est très beau, et voilà. Mais, première question, jusqu'où êtes-vous prêt à obéir ? Si vous regardez tous les grands héros militaires, ils ont à un moment donné désobéi à des ordres qu'ils ont jugés absurdes ou iniques. Donc dites-vous, est-ce que je vais aller mourir dans une opération totalement stupide ? C'est pareil, c'est une question, c'est difficile d'y répondre de manière tranchée, fiable, et même dans les situations dans lesquelles se pose, il y a toujours une complexité. Donc pour ça, il faut que vous ayez une conscience qui soit aiguisée et que vous posiez toujours la question de la finalité. Pourquoi je fais ça et jusqu'où je suis prêt à aller ? Et ensuite, deuxième question qui me semble importante, c'est est-ce que dans votre service, vous rayonnez, vous transmettez de vous-même, ou est-ce que vous êtes obligé de totalement vous cacher et d'éteindre tout ce qu'il y a en vous ? Si votre poste dans l'armée permet d'éduquer des plus jeunes, d'apporter du sens dans la vie des hommes que vous commandez, de donner, de transmettre une saine discipline, de l'honnêteté, vous faites déjà du bien, indépendamment même, en quelque sorte, des opérations extérieures sur lesquelles vous allez aller. Mais si en revanche vous êtes obligé de vous taire systématiquement, de valider des ordres absurdes, alors arrêtez parce que vous êtes en train de vous faire du mal. Donc, pour résumer cette question des métiers qui auraient du sens, est-ce que tous les métiers ont du sens ? À part les métiers dans lesquels on est là uniquement pour de la cupidité pure et simple, des métiers dans lesquels on collabore avec des choses mauvaises, des métiers inutiles, ou des métiers dans lesquels on a abdiqué totalement notre liberté, il reste une multitude énorme de possibilités. Le tout, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire du bien dans son travail. Alors, la question qui se pose tout le temps, c'est, quand on cherche un travail, est-ce que je suis suffisamment qualifié pour ce poste ? Et pour moi, ça renvoie à la question des études. Souvent, les diplômes, c'est
un frein. Alors, ça dépend, je parle peut-être à des gens qui sont surdiplômés, qui sont polytechniciens, mais on va dire pour tous ceux qui ne sont pas surdiplômés et pas polytechniciens, le diplôme peut être un frein qui nous pousse à nous dévaloriser et à ne pas oser postuler à certains postes qui sont intéressants et dans lesquels on pourrait peut-être s'épanouir. Donc oui, pour moi les études sont très utiles, et encore plus si on est ingénieur ou médecin, mais ça c'est assez vrai dans tous les domaines, quand on sort de ces études, on a acquis uniquement des connaissances théoriques, et on n'est pas du tout prêt à travailler de manière autonome. Donc qu'est-ce qui importe le plus ? C'est d'une part de choisir des études qui nous plaisent et qui sont susceptibles de nous apporter des choses pour toute la vie. D'autre part, d'obtenir les diplômes qui sont obligatoires pour exercer une activité. Si vous voulez être avocat, il faut forcément il faut être au barreau, etc. Dans les professions de santé, il faut des diplômes. Mais il faut comprendre que le gros du travail dans la vie, c'est surtout de savoir apprendre continuellement, de s'adapter. Et moi, à chaque fois, en tout cas dans toutes les expériences que j'ai de la vie professionnelle, c'est qu'on utilise à 70% des choses qu'on n'a pas du tout appris dans aucune formation théorique. C'est-à-dire qu'on apprend à convaincre des gens, on apprend à diriger, on apprend à cultiver des bonnes relations, on apprend à être débrouillard, on apprend à être stratège, on apprend à manier de nouveaux outils, à être patient, etc. Tout ça, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça ne s'apprend pas en cours, ça s'apprend concrètement sur le métier. On n'apprend pas théoriquement à monter une entreprise. Je sais qu'il existe des masters en entrepreneuriat, mais en gros, qu'est-ce qu'on apprend dans ces masters ? On apprend à faire des business plans, à faire des montages juridiques, mais c'est pas le plus important en soi, c'est nécessaire. Mais quand on monte une entreprise, surtout ce qu'il faut, c'est des qualités humaines, c'est des vertus, c'est de l'audace, c'est du courage, c'est de la persévérance. Donc, il faut aussi se dire que vous pouvez apprendre plein de choses sans forcément repasser par des études qui sont contraignantes et que vous serez obligé de faire sur plusieurs années dans une école. Vous pouvez utiliser sur Internet, il y a énormément de ressources qui sont parfois payantes, mais je trouve que ça vaut le coup. Moi, je me suis déjà payé des formations en ligne et j'ai appris des choses très intéressantes et très utiles. Il y a des formations à distance, on peut faire des stages, et puis on peut aussi à un moment donné se lancer et faire les choses soi-même et puis apprendre petit à petit, quoi. Au début, on n'est pas obligé de facturer quand on est débutant les prix du marché, on peut être en dessous et ça nous permet aussi d'apprendre avec des clients qui peuvent être parfois un peu plus indulgents, etc. Venons-en à la question du salaire. Alors pourquoi cette question est importante ? Tout simplement parce qu'on a tous besoin d'un toit, de nourriture, d'éduquer nos enfants, et puis parfois un peu plus pour des travaux, un véhicule, des livres, des vêtements, et puis quelques loisirs qui sont sains et bons pour l'âme. Donc on ne peut pas faire une croix trop longtemps sur un salaire décent. Alors j'en parle de manière très libre et avec de l'expérience parce que moi j'ai travaillé pendant 8 ans au SMIC, dans les écoles hors contrat. J'ai la chance d'avoir une mère et puis des beaux-parents qui pouvaient nous aider pour certaines choses comme l'achat d'une voiture, mettre une participation, participer à certaines grosses dépenses pour les travaux de la maison. Mais aussi, j'ai la chance de vivre dans l'Orne, à Sées, donc une petite ville où la vie est bien moins chère que dans les métropoles. Cette période-là de 8 ans au SMIC, elle n'a pas été impossible. Elle n'a même pas été particulièrement difficile. On a dû faire des croix sur de nombreuses choses qui sont superficielles, des vacances au ski, une voiture moderne, avoir une cave à vin, sortir au restaurant. On s'est parfois serré la ceinture, on a appris à être patient, à économiser sur des petites sommes pour pouvoir un jour changer une fenêtre dans la maison, changer la porte, etc. Clairement, je vais être franc, avec l'inflation et l'arrivée du troisième enfant, c'est devenu beaucoup plus difficile. On n'avait pas le droit au moindre accident, on devait économiser sur absolument tout, donc le chauffage, l'essence, la nourriture, les vêtements. C'est pas non plus impossible, mais ça rajoute un stress un peu quotidien, et surtout quand on est dans une société où tout le monde ne vit pas comme ça, parfois on a l'impression, et surtout quand on travaille beaucoup, je pense que c'était mon cas, de fournir énormément d'efforts pour mener une vie dans laquelle il faut être en permanence en train de faire des économies surtout. Alors, comme on ne décide pas forcément du salaire qu'on a, le message que je donne ici, il s'adresse surtout à ceux qui ont la charge d'être employeurs. Je pense que le salaire, c'est quelque chose d'important, qu'il ne faut pas vivre dans la démesure, mais qu'il est important de faire en sorte que ces employés aient une vie décente, que leur salaire constitue aussi une motivation dans leur travail. Il n'y a pas de secret, je veux dire une banalité, il faut tendre vers un salaire qui soit juste, et on ne peut pas employer, à mon avis, des gens durablement au SMIC, ou alors il faut s'attendre à avoir constamment des problèmes de recrutement,
Et c'est le cas aujourd'hui dans de nombreuses sociétés qui font des économies sur les salaires, mais qui se retrouvent avec un personnel qui leur cause des problèmes en permanence. Alors on peut se poser la question aussi dans le travail de l'entrepreneuriat. Au cours de ma courte existence, j'ai toujours trouvé que l'entrepreneuriat était quelque chose de préférable au salariat. Pour quelles raisons ? D'abord parce qu'on est plus libre, parce qu'on est aussi plus responsable. Et évidemment, l'entrepreneuriat, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Ça nécessite d'avoir un petit peu de réseau pour trouver des débouchés pour son activité, de bien s'entourer, de bien travailler pour essayer de se faire une bonne réputation. Le salariat, c'est pas quelque chose que je considère comme mauvais en soi, mais à condition de travailler dans une entreprise avec laquelle on partage des valeurs, qu'on ait suffisamment d'autonomie dans son travail. Et souvent, c'est des conditions qui sont rares. Moi, ça fait quelques années que je travaille avec ce statut d'auto-entrepreneur. Évidemment, c'est pas un système idéal, mais ça me permet d'avoir beaucoup d'autonomie. C'est assez simple en termes de paperasse. Et puis, ça permet d'être polyvalent, c'est-à-dire de pouvoir lancer des nouvelles activités, des nouveaux projets, tout en ayant quelques activités régulières qui permettent d'assurer financièrement les besoins de la famille. Et du coup, voilà, de pouvoir pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en fait. Ça, moi, c'est quelque chose que je vous conseille. C'est si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs activités professionnelles qui vous permettent d'avoir un revenu, eh bien, c'est pas mal. Ça demande de l'organisation, et je vais venir à ça, justement, maintenant. Mais ça permet que si un jour, il y a une crise, on peut penser au Covid. Si vous aviez, en plus d'une activité qui était fermée pendant le Covid, une autre activité, ça permet de basculer de l'une sur l'autre. Typiquement, si vous avez un gîte et que demain, tous les gîtes sont fermés, si vous avez une auto-entreprise en communication ou sur des choses qui peuvent se faire en télétravail, ça permet de passer de l'un à l'autre. Venons-en à l'organisation, parce que pour moi, ça, c'est une question très importante dans le travail. Et pour donner du sens à son travail, il est important de bien travailler, donc de bien s'organiser, c'est-à-dire concrètement de se faire chaque semaine un emploi du temps précis, d'avoir une liste de tâches qu'on regarde souvent, parce que on fait souvent des listes de tâches, mais on oublie de les regarder. Et il n'y a rien de pire que de s'éparpiller en voulant tout faire en même temps, parce qu'on n'arrive à rien. Donc, donnez du temps pour votre travail, mais ne donnez pas tout votre temps. Ça, c'est très important. Je crois qu'il faut sanctuariser des moments pour des choses au moins aussi importantes, voire plus importantes que le travail. Je pense à la vie spirituelle, je pense au sport, c'est pas un détail pour moi, mais je pense qu'il faut une activité physique en plus de son travail, surtout quand on est dans le tertiaire. Et puis, il faut du temps pour votre famille et vos proches, et ça, c'est extrêmement important parce que les enfants, ça grandit vite, et si on laisse passer ces moments-là, ils reviendront plus jamais, donc voilà, c'est des moments vraiment nécessaires, et souvent, peut-être plus les hommes, on a tendance un peu à négliger ça au profit de notre travail parce que l'homme est fait pour s'investir davantage à l'extérieur. Mais voilà, il faut quand même recentrer les choses et sanctuariser de la vie de famille. Donc apprenez à décrocher du travail et vous reviendrez d'autant plus performant dans votre travail que vous avez su déconnecter. Pour moi, l'organisation, ça a pour but de vous rendre meilleur dans ce que vous allez faire. Et c'est tant valable dans l'organisation du temps que dans l'organisation de l'espace. On travaille mal quand, si on est artisan, nos outils sont éparpillés. Si on travaille à un bureau, il faut que notre bureau soit propre, faut qu'il n'y ait pas du bazar partout, faut que nos dossiers soient classés, etc. Donc, moi, le conseil que je vous donne, et j'essaie de mettre en place, et je sais qu'à chaque fois que je ne le fais pas, je travaille mal, c'est commencer toujours par un temps de préparation. Rangez votre bureau, faites une liste des tâches, ou relisez celle que vous avez faite la veille pour vérifier qu'est-ce qu'il y a à faire d'important et d'urgent, qu'est-ce qui peut attendre un peu plus tard. Faites-vous un emploi du temps, répartissez vos rendez-vous, vos tâches, vos chantiers, et à la fin de la journée, vous rangez et vous préparez la journée du lendemain. Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Répondre à un mail, téléphoner à un client, commander du matériel qui est nécessaire pour faire quelque chose, lire un document qu'on vous a envoyé, tout ça. Il y a plein de petites tâches, souvent on a tendance à se dire « Oh là là, c'est pénible, ça me saoule, je le ferai plus tard ». Et on accumule une somme considérable de petites tâches qui sont en soi pas énormes, mais les traiter dans leur ensemble, ça va nous prendre un temps fou, et plus on laisse passer, plus on risque de jamais le faire. Prenez aussi de vraies vacances. Partez dans des endroits où vous allez pouvoir vous ressourcer. Une abbaye, allez voir votre famille
allez chez des amis proches, faites des randonnées en montagne. Investissez aussi, ça c'est très important, une partie de votre temps en dehors de votre travail à faire des choses que vous aimez particulièrement. L'ami qui m'a lancé sur ce podcast, il a un métier dans le tertiaire qui est assez prenant, avec des grosses responsabilités. Mais à côté de son travail, d'une part, il ne néglige pas sa famille, mais aussi, il est brasseur, donc il fait de la bière, il écrit des articles pour des revues, il fait des pèlerinages, il m'aide à Academia Christiana lors des universités tout au long de l'année, il emmène ses enfants dans des monastères, il fait des randonnées avec sa famille, il lit beaucoup de livres très intéressants, il a acheté une vieille voiture qu'il répare de lui-même, il a un potager, ça lui arrive de tondre des moutons, etc. Bref, si vous avez un métier qui risque de trop vous éloigner du réel, en particulier les métiers du tertiaire, ménagez-vous des moments pour y revenir. Ne vous laissez pas envahir par le travail. Je prends un autre exemple d'un ami qui est enseignant. Il a fait le choix d'être pompier volontaire à côté de son travail. C'est bien, en fait, quand on a une activité qui est intellectuelle, ou en tout cas assez peu en extérieur et physique, et bien de compléter, parce que sinon, à un moment donné, on risque un déséquilibre et de se sentir mal. Alors, quels seraient les métiers qui ont plus de sens ? C'est un peu une question délicate. J'ai parlé des métiers qui avaient le moins de sens, selon moi. Pour moi, les métiers qui ont plus de sens, c'est d'une part les métiers de soignants, tout ce qui va être ostéopathe, médecin, sage-femme, mais à condition de faire ces métiers avec du cœur et pas juste pour le salaire, de les faire par vocation, en étant curieux, en cherchant à soigner vraiment et à améliorer la santé de ses patients et de manière intégrale. Les métiers de l'artisanat, maçon, tailleur de pierre, menuisier, mécanicien, mais aussi traiteur, boulanger, orfèvre, peintre, horloger. Le vrai métier de paysan ou d'éleveur, qui est devenu très rare parce qu'il est très dur aujourd'hui. Le vrai métier des armes, quand on est dans un régiment d'élite, mais pareil, c'est aussi quelque chose d'assez rare aujourd'hui. Tous les métiers de la transmission et de l'enseignement, professeur, éducateur, c'est des métiers magnifiques. Les métiers d'art, musicien, chanteur, comédien. Et de manière générale, parce que la liste pourrait être encore longue, je pense que dans tous les métiers, on peut trouver du sens, on peut trouver de la noblesse, mais tout va dépendre finalement de vos capacités à développer un petit peu un art de génie dans le métier que vous faites, et puis œuvrer pour le bien, sans chercher à truander des gens, à profiter des gens. Il y a une autre petite chose qui est importante, c'est que parfois quand on travaille dans un secteur où les prix sont élevés et donc on a un salaire important, eh bien ça peut être de consacrer une partie de votre talent dans votre métier pour des clients qui seront peut-être des associations ou des clients en tout cas qui auront beaucoup moins d'argent et leur faire des prestations de qualité pour des prix beaucoup moins chers. Et ça, je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver dans son travail. Alors, le télétravail. Actuellement, je suis en télétravail à plus de 50% de mon temps et je vais être très franc avec vous, c'est pas l'idéal. Alors, ce qui m'aide, c'est d'une part que j'ai un beau bureau qui est vraiment ma pièce de travail avec un certain confort. C'est une pièce qui est belle, c'est une pièce que j'ai faite un peu sur mesure avec des livres partout, des beaux cadres au mur. Donc, je suis bien dans cette pièce. Mais voilà, ça facilite les choses. D'autre part, la difficulté, pour moi, la plus importante, c'est de la discipline. Parce qu'il faut rester concentré sur son travail alors qu'on est chez soi. Donc moi, par exemple, ce que j'essaie de faire, c'est que je me force tous les matins à emmener mes enfants à l'école parce que ça pourrait facilement être tentant quand le réveil sonne de se dire c'est ma femme qui les emmène, je prends un peu plus de temps ce matin. Quand les enfants rentrent dans la maison, c'est plus difficile parce que je suis obligé de gérer les enfants. Là, typiquement, je suis en train de faire le podcast, les enfants sont rentrés de l'école. Je leur ai dit pas venir dans mon bureau et jusqu'à présent, ils sont pas venus. Mais voilà, il faut rester quand même un père disponible et pas se faire dévorer non plus par les enfants qui nous empêchent de travailler. Comme je ne travaille pas dans une grosse équipe, j'ai pas le sentiment d'être mis de côté par mes équipes parce que je suis pas présent au bureau. Mais c'est vrai qu'à terme, vraiment, mon idéal, ce serait de travailler plus souvent avec mes collaborateurs réguliers et d'avoir un bureau commun. Et même, idéalement, là, je lance un peu un appel à ceux qui m'écoutent et qui me connaissent. Le rêve, vraiment, ce serait qu'on achète un bureau avec des copains et qu'on en fasse un espace de travail tous ensemble et un autre tiers-lieu pour développer d'autres activités en plus de nos activités professionnelles. Alors heureusement, j'ai la chance à côté, parce que je dis à 50%, mais je fais aussi beaucoup d'événementiels, donc ça me change énormément mon bureau à domicile. Et voilà, je conduis des camions, je déplace du matériel, j'ai d'autres activités qui ne sont pas que à faire sur un bureau.
La question qui revient souvent pour beaucoup on va dire de trentenaires, c'est est-ce qu'on va vivre à la campagne? Alors clairement, à moins d'être artisan ou agriculteur, c'est difficile de trouver du travail quand on quitte les métropoles. Le télétravail, alors, ça peut être une alternative, mais il faut être à proximité d'une gare, il faut être capable d'encaisser aussi des déplacements, parce que c'est fatigant. Mais il est aussi possible d'entreprendre. Je pense notamment, ça fait partie de mes projets de gîte, ça peut être des projets de restaurants, projets de rénovation de biens, mais tout ça, ça demande quand même d'être préparé psychologiquement à mener une aventure, et surtout beaucoup de patience, parce que y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous, et qui peuvent prendre énormément de temps. Alors, chers amis, il est l'heure maintenant de vous quitter. N'oubliez pas d'aimer ce podcast, de lui mettre une bonne note, de le partager, de l'envoyer à vos amis, mais surtout, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé. Envoyez-moi les sujets que vous souhaitez que je traite ou des questions. Je vous dis à la semaine prochaine dans le Retour Réel. Le Retour Réel, le podcast des chercheurs de sens qui ont soif d'absolu et qui refusent de se morfondre.